Salut à tous! Je partais dans l'idée de faire une vidéo sur les trains pas comme les autres. En faire une petite série dans une même vidéo, sauf que dès le premier, j'ai trouvé trop à dire pour en traiter 5 ou 10 dans la même vidéo. Aussi on ne veut parler que d'un train ici, mais pas n'importe lequel. Ce train qui pouvait détruire le monde. Depuis que le train existe, il est utilisé dans les guerres modernes. D'abord, comme moyen de ravitaillement du front en hommes, nourriture et armement. Son utilisation explose pendant la Première Guerre mondiale, car à cette époque, il n'a comme réel concurrent que le cheval. Là où avant il fallait des semaines pour bouger une armée, on peut désormais faire évoluer des forces en présence en quelques heures. On construira des lignes allant très près des tranchées, des voies plus petites qu'on nomme voies métriques et qui font de 60 cm à 1 mètre de large, là où une voie actuelle en France fait 1 mètre 435. C'était beaucoup plus simple et rapide à construire. Les trains y ressemblaient à des jouets et les locomotives pouvaient être remplacées par des chevaux ou des hommes en fin de parcours. Ça devient d'ailleurs un indicateur d'offensive prochaine. Quand on détecte la construction d'une ligne dans un secteur ennemi, c'est qu'on va bientôt s'en prendre plein les dents. Le conflit avançant, l'usage du train se diversifia et on mit au point la LVF, l'artillerie lourde sur voie ferrée. Jusque-là, un des points qui limitait la taille des canons, c'était leur capacité à être acheminés. Des hommes ou des chevaux ne pouvaient pas tirer plus d'une certaine masse. Le train allait bouleverser ça. On pouvait bien entendu transporter des canons, mais à la fin, sur le champ de bataille, il fallait des hommes pour le bouger. Non, là, l'idée était de faire du train un canon, mais un canon énorme. On allait prendre des canons prévus pour des navires de guerre et les adapter au train. Dans la guerre suivante, 39-45, on retrouvera les mêmes types d'utilisation du train. Mais ça allait bientôt changer. La fin du monde, concept biblique qu'on retrouve dans bon nombre de religions. Par déclinaison, on le retrouve aussi dans pas mal de films ou de croyances et légendes. Et bien malheureusement, on a été à ça de le faire nous-mêmes il y a 50 ans. Et puisque c'est le sujet de la chaîne, le train y a trouvé toute sa place. Je l'avais annoncé à la fin d'une vidéo sur le train à propulsion nucléaire. Il existait un train bien plus dangereux et bien plus réel. Et lui allait voir le jour en vrai, le train lance-missiles de l'ex-URSS. Dans la course à l'armement qu'était la guerre froide, les missiles avaient un grand rôle et il fallait tout à la fois pouvoir en envoyer le maximum sur l'ennemi tout en se protégeant de ceux qu'il allait nous renvoyer. Si bien que petit à petit, une idée germa dans la tête des stratèges. Au lieu d'essayer de se protéger des missiles qui nous arrivaient sur la tête, ne serait-il pas possible de faire en sorte qu'ils ne décollent jamais ? C'est ainsi qu'un gros travail d'espionnage se focalisa sur les silos à missiles, les endroits de là où partaient les missiles. Si on visait les silos, le missile serait détruit avant même que l'ennemi ne puisse l'envoyer. Bien entendu, c'était compliqué car les silos étaient enterrés et protégés, ça les rendait peu détectables, mais l'idée était là. Et comme toujours dans ces cas-là, cette stratégie allait amener les différents camps à cogiter sur des parades. Si le missile devient la cible, alors il faut le bouger. Oui, faire bouger un silo à missile, ça paraît dingue, sauf qu'ils allaient le faire. Et on ne parle pas ici d'un pétard mouillé, mais bien d'un missile intercontinental capable d'envoyer 10 ogives nucléaires de 550 kilotonnes chacune sur la tronche de l'ennemi. Pour rappel, Hiroshima, c'était une bombe de 15 kilotonnes. Donc là, on parle de très très lourd. C'est du joujou avec une masse d'environ 100 tonnes. Donc pour le bouger, c'est du costaud. C'est pourquoi les Russes allaient penser au train. Ils avaient envisagé aussi un camion, mais ils ont vite abandonné l'idée devant les masses en jeu. Alors de loin, comme ça, on peut se dire que oui, il n'y a qu'à mettre un missile sur un wagon et hop, l'affaire est réglée. Sauf que non, car déjà la masse est problématique. 100 tonnes, c'est pas grand chose, mais entre le missile et son support de lancement, on arrive à pas loin de 200 tonnes. Et là, la voie ne va pas aimer, car c'est pas 200 tonnes réparties sur tout un train, c'est 200 tonnes sur un wagon. Donc la première solution fut de multiplier les roues de ce wagon pour mieux répartir la masse sur le rail. Au lieu d'avoir 4 essieux, comme souvent sur les wagons, celui-là en avait 8. Mais ce n'était pas suffisant. Donc au lieu de faire un seul très grand wagon pour tout mettre dedans, ils en ont fait 3. Un avec le missile lui-même, un avec le système d'alimentation et un autre avec les systèmes de contrôle. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Aussi, les ingénieurs ont-ils inventé un système qui venait, à l'aide de vérins, répartir la charge du wagon principal, celui du missile, sur les wagons adjacents, ceux de la lime et du contrôle.
Autre problème, le gabarit. Un missile, c'est gros. Un intercontinental, c'est très gros. Aussi, il faut savoir que l'écartement des rails en Russie n'est pas le même qu'en France. Nous, on a 1,435 m. Eux, ils ont 1,520 m. Cette différence permet d'avoir des trains plus larges. Mais même avec ça, le missile n'allait pas rentrer dans le train. Ses ailerons dépassaient. Et forcément, des ailerons qui dépassent, ça rend un train détectable et incapable d'en croiser un autre. Ils ont donc inventé un système où les ailerons étaient pliés contre le corps du missile et se déployaient qu'une fois en vol. Bon, ok, maintenant ça peut rouler, mais vous avez déjà vu une fusée décoller ? Un souffle dantesque, une température hyper élevée, un bruit dont les ondes peuvent tout détruire. Mettre tout ça dans le nez d'un train n'était pas forcément la bonne idée, car il serait alors à usage unique, tant il serait ravagé dès le premier décollage. Ils avaient calculé que rien que le souffle du missile au décollage risquait de faire basculer le train. Aussi, comme toujours, problème, recherche, solution. Tout comme les engins de levage ou de chantier ont des pieds additionnels qui viennent se déployer pour leur assurer la stabilité pendant le travail, ce train disposait de stabilisateurs latéraux qu'on allait déployer avant le lancement. Voilà, maintenant, c'est stable. Oui, mais je le disais, il n'y a pas que le souffle du missile comme problème. Il y a aussi le fait qu'il va cracher un feu d'enfer. Et ça, le train, il va pas aimer du tout. Là, c'est d'un autre système dont on allait s'inspirer. Celui des sous-marins lanceurs d'engins, par exemple. L'idée, c'est d'éjecter le missile de son support avant d'allumer son réacteur. De manière à ce que quand les flammes sont là, le missile ne soit plus déjà en contact avec le support. Alors non, ils n'ont pas attaché le lance-missile à un énorme élastique. En fait, ils ont fait un système où le missile est dans un tube et le tube dans le train. Et à la manière d'une seringue, on pousse d'un côté et ça sort de l'autre. Pour pousser d'un côté du tube, on envoie une très forte pression avec des gaz et le missile se retrouve propulsé à quelques mètres au-dessus du train. Suffisamment pour que quand on allume le réacteur, le train ne se fasse pas rôtir. Et pour plus d'assurance, lors de son éjection avant allumage, il n'était pas envoyé pile poil à la verticale, mais incliné, de façon à ce que quand le réacteur s'allume, son souffle ne soit pas dirigé directement vers le train. Bon, petit récap. On sait faire rouler, on sait le stabiliser pour qu'il tienne le souffle, et on sait faire bondir le missile pour que le train ne soit pas cramé. Alors, il manque quoi à notre train dans notre monde parfait de la guerre nucléaire ? Je vous aide, un indice est dans cette question. Oui, bingo, le nucléaire. Le truc qui risque de piquer le nez des gens et donc des cheminots qui sont sur le train. Et si on déclenche le feu nucléaire en réplique à une attaque elle-même nucléaire ? On fait comment si de vastes zones sont déjà irradiées et que les personnels sont incapables d'y travailler ? Car oui, les silos fixes ont leur bunker de commande bien isolé, bien protégé. Mais là, avec notre train. Du coup, on a transformé le train en bunker, avec des portes blindées et étanches. De même, en cabine, les personnels avaient des masques à gaz. Enfin, les lieux de protection étaient prévus. En cas de frappe, à la moindre détection, on mettait le train dans un tunnel et dès que le souffle de l'explosion était passé, on le ressortait pour tirer à notre tour. Bon, alors ce coup-là, on a tout maintenant ? Bah non, justement. Car au-dessus des voies, il y a parfois comme un obstacle, la caténaire. Vous savez, ce fil avec des milliers de volts qui se promènent pour alimenter les trains électriques. Hors de question de déployer le missile avec ça au-dessus, car on va faire un immense court-circuit, et adieu le lancement, en plus de tout casser. Si le train en lui-même était tiré par des locomotives thermiques, et n'avait donc pas besoin de caténaire, le fait de le faire évoluer sur toutes les lignes pour le rendre indétectable par satellite faisait que bien souvent, il se retrouvait sur des lignes électrifiées. Là encore, un système de perche qui allait tout à la fois mettre la caténaire à la terre, oui, ça allait faire disjoncter l'alimentation, mais c'est prévu pour, et décaler la caténaire pour laisser le champ libre au missile de se déployer. C'est aussi tout ça qui vient expliquer la masse du train. Le blindage, les systèmes d'ouverture de la toiture, le système d'écartement de la caténaire, tout ça rajoute beaucoup de poids à l'ensemble. Le seul point faible de ce train, du moins celui identifié par les Russes, il avait 3 locomotives en tête, pour 10 wagons. Alors vous ne connaissez peut-être pas bien le train, mais ça fait louche, car une seule locomotive est largement capable de remorquer ces 10 wagons. Car extérieurement, vous auriez pu confondre aisément ce train avec un train frigorifique. Ce n'était pas un hasard, les wagons étaient maquillés ainsi pour y ressembler. Ils pouvaient rouler à 80 et rester autonomes pendant 28 jours.
Alors pourquoi 3 locomotives? Tout simplement pour avoir des moyens de secours si une tombait en panne. Il était hors de question que le train lance-missile soit arrêté quelque part pour une simple panne. Donc on mettait des locomotives en plus pour être certain de pouvoir tracter, en toutes circonstances. Mais des locomotives en plus, ce sont aussi des moyens de production d'énergie en plus. Et de l'énergie, il en fallait un paquet pour contrôler tout cet ensemble de missiles. Et dans le camp en face alors, chez les Ricains, ils ont eu la même idée, forcément. Quand il s'agit d'annihiler son prochain, l'homme est toujours très créatif. Les mêmes problèmes se posaient aux Américains et l'US Air Force prévoyait de déployer 30 trains transportant au total 150 missiles. Mais eux, ils voyaient d'autres problèmes. Une trajectoire, c'est forcément 2 points. Et se tromper d'un pouillème sur un de ces points, c'est, des milliers de kilomètres plus loin, se planter d'une centaine de kilomètres sur l'autre point. Sauf que l'autre, c'est la cible. On sait parfaitement où se trouve un silo fixe. Avec un train, c'est beaucoup moins simple, et pas de GPS à l'époque. Les calculateurs informatiques n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et ça allait demander du temps avant d'avoir des coordonnées précises. Et le temps passé en statique, c'est devenir une cible, aussi entre le coût du projet et les points faibles. Les USA abandonnèrent ces stratégies, et le train lance-missiles nucléaire des USA resta un simple projet, là où celui des Russes exista en vrai. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aujourd'hui encore visiter ce train lance-missiles au musée ferroviaire de Saint-Pétersbourg. Sachez qu'il existe aussi en copie de Lego. Vous savez, ces marques avec un nom imprononçable. Eh bien, on retrouve notre train lance-missiles russe dans cette version. Et pour les gamers, sachez qu'on en retrouve même une version pour Transport Fever. Depuis, le train lance-missiles fait régulièrement parler de lui. Alors, pas celui-là, non. Celui-là a été désarmé à la fin de la guerre froide. Non, ici on parle d'un nouveau train lance-missiles. Dans la guerre de com' qui est aujourd'hui la diplomatie, la Russie aime à ressortir le train nucléaire, en réponse à une menace de déploiement de missiles en Europe par exemple. Le jeu de l'équilibre des forces. Si tu tentes de m'exterminer, alors j'y passerai sans doute, mais avant ça, j'aurai appuyé sur le bouton qui fera que toi aussi t'y passeras. C'est ainsi depuis 50 ans. Et dans ce jeu, sans savoir si c'est une posture ou une volonté réelle, la Russie ressort régulièrement son projet de nouveaux trains lance-missiles nucléaires. La Chine s'y met aussi, mais là non plus, on ne sait pas trop si c'est une volonté réelle ou une simple propagande. Et pendant ce temps-là en France, pendant cette guerre froide, on montait nous aussi un arsenal nucléaire. Mais côté train, on n'y mettait pas de missiles. Non, à la même période, on cogitait sur un train de voyageurs capable d'aller vite, très vite, et qui allait être orange. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à poser des questions, commenter, liker si vous avez aimé. J'en profite, je lis tous vos messages et j'essaye de répondre quand il y a des questions. Ça me fait super plaisir, donc merci et continuez. Et à la prochaine. Tchou tchou.